Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, je vous présente mon premier récapitulatif de tournoi. Donc mon premier tournoi de 2026, le Trophée des Rois de Dijon, qui tient cette année sa première édition du 3 au 4 janvier 2026. C'est donc un tournoi en cadence classique. Chaque joueur a 60 minutes plus 30 secondes de rajout par coup pour la partie. Et c'est donc, mon premier tournoi de l'année. Donc je démarre avec de l'ambition et pourquoi pas le projet de gagner quelques points Elo dans l'affaire. Donc nous commençons ici avec la première ronde. Mon adversaire du jour s'appelle Paul Xmil Michard. Il est à 1845 Elo. Alors il faut noter que donc, ce tournoi de Dijon, ce n'est pas un tournoi très important. Par exemple, pas comme l'Open de Tours que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui lui comportait plusieurs grands maîtres. Donc c'était un très fort Open. Là, c'est un Open, le Trophée des Rois de Dijon, qui n'est pas extrêmement fort, mais il y a quand même des forts joueurs et un maître international qui participe. Donc c'est un Open qui sera tout de même très difficile pour moi. Je rappelle que je suis qu'à peine à 1600 Elo. Donc nous commençons avec une partie contre un 1800 Elo. Ça donne déjà la couleur. Je commence avec les blancs donc par D4. Je joue tout le temps D4 en ce moment. Et je suis plus préparé sur des ouvertures comme le Gambit Dame. Et donc mon adversaire qui répond par cavalier F6 pour son premier coup. Donc là, je me dis, bon, cavalier F6, ça peut donner surtout des, des parties qui tournent comme ça. Par exemple, C4, E6, cavalier F3, fou B4. Donc ça, c'est des ouvertures qui sont très courantes, des ninjas indiennes. Donc moi, je m'étais plus préparé sur ça. Je joue C4 en m'attendant par exemple à E6. Mais là, mon adversaire me surprend. Et au lieu de jouer E6 comme beaucoup de joueurs le font, il me joue C5. C5, ça m'a quand même pris par surprise parce que c'est le coup caractéristique d'une ouverture aux échecs qu'on appelle la Benoni. Et la Benoni, je l'ai rencontrée une fois, euh, justement le mois dernier quand j'ai joué le Fort Open de Tours. Une partie où j'avais fait nul avec les blancs, mais où j'avais eu beaucoup de mal. Et je ne suis pas très préparé pour la Benoni. Je sais qu'en théorie, pour accepter l'ouverture de la Benoni, il faut pousser en D5 et capitaliser sur une sorte de marée de pions avec E4 et D5, et donc submerger le centre noir. Mais sachant ça, je me disais quand même que mon adversaire aurait, si vous voulez, beaucoup de préparation théorique dans l'ouverture. Donc je ne suis pas rentré dans la ligne principale de la Benoni et j'ai choisi un développement qui me permettait peut-être de transposer sur d'autres ouvertures, notamment l'anglaise, que je peux jouer. Donc je joue cavalier F3. Donc là, je réfléchissais à des idées, par exemple, de pion G3, fou G2, comme c'est souvent le cas dans l'ouverture anglaise. Pour rappel, l'ouverture anglaise, c'est quand on commence par C4. Et donc là, vous voyez, avec ces positions, on transpose un peu dans une ouverture anglaise euh, à laquelle on aurait répondu par C5, donc l'anglaise symétrique. Et là maintenant, mon adversaire joue E6. Donc clairement, donc après que j'ai joué cavalier F3, clairement en jouant E6, il prépare la poussée D5, ce qui transposerait une nouvelle fois dans une autre ouverture.
une ouverture qui n'est pas vraiment l'anglaise, parce que là, on pousse des 5 tout de suite. C'est plutôt caractéristique d'une sorte de gambidame. Gambidame, vous voyez ça. Il y a beaucoup d'ouvertures comme ça. Voilà, une défense, ce qu'on appelle une défense t'arrache. On transpose finalement dans cette ouverture-là. Je reprends la ligne principale de la partie. Donc on est dans cette position. Je me développe naturellement avec cavalier C3. Et là, mon adversaire joue D5. Ce qui transpose donc dans, comme je vous l'ai dit, une t'arrache, ou plus précisément, une ouverture qu'on dit semi-t'arrache. Donc ici, je réfléchis un peu. J'ai peur que mon adversaire soit toujours dans sa préparation. Et je me dis que le coup que je dois regarder en premier, et qui est en fait typique dans les défenses t'arrache et semi-t'arrache, c'est prendre des 5. C'est prendre des 5, ça permet de libérer, d'amoindrir la tension au centre, et de libérer, par exemple, je ne sais pas si les noirs font n'importe quoi, H6, de libérer cette diagonale, pour que le fou puisse s'y installer. Et en plus, on échange un pion de l'aile, un pion du côté de l'échiquier, contre un pion du centre, ce qui est en général très avantageux dans les échanges de pions. Donc je réfléchis à ça, mais je me dis encore une fois que mon adversaire est peut-être encore dans sa préparation. Et c'est pourquoi je joue un coup très méconnu, un coup qui sort complètement des sentiers battus. Je joue ici fou G5. Et ce coup, il surprend mon adversaire. Vous voyez, j'y passe 3 minutes, alors qu'on n'est qu'au 5e coup. Et donc ça, c'est un coup vraiment inconnu au bataillon. Le, comment dire, c'est connu en théorie sous le nom de la variante Pillsbury de la défense semi-t'arrache. Mais alors, je pense que personne ne connaît cet enchaînement, en tout cas pas moi. Et voilà, ce coup, il n'apparaît que dans une petite poignée de parties de maître. Il est apparu seulement 4 fois, ce qui est vraiment très peu au 5e coup. Donc là, on sort de la théorie échiquienne. Et l'idée de ce coup, c'est quoi? L'idée de ce coup, c'est donc de clouer le cavalier noir et de laisser les noirs prendre en C4. Pourquoi? Parce que ce pion en C4, il est quand même défendu. On aurait pu se dire, oui, mais pour défendre C4, il faudrait que je joue E3 tout de suite pour que le fou soit connecté au pion. Mais vous voyez, si j'avais joué E3 tout de suite, mon fou serait bloqué derrière la structure de pion. Et donc, il n'aurait pas pu aller en G5, où il est bien, et clouer ce cavalier. Et ce cavalier-là, du coup, il est quand même plus libre, et il peut, par exemple, rejaillir en E4, il peut être plus actif. Donc, fou G5, prématuré, certes, mais bon, ça peut s'entendre. Surtout que le pion, donc les noirs prennent D4, comme prévu, et on peut penser que c'est un pion gratuit que j'ai donné, mais non, parce que maintenant, je peux jouer E3, et c'est impossible pour les noirs de protéger ce pion. Le seul moyen, ce serait de prendre B5, de pousser B5 pour protéger le pion C4. Et vous voyez, si les noirs poussent B5, bah, je prends avec le cavalier et la position est complètement. Elle n'est pas complètement gagnante, mais j'ai un gros avantage et j'ai un pion de plus. Ce qui veut dire que là, j'ai réussi mon pari, c'est-à-dire que j'ai sorti mon adversaire de sa préparation. Pour ce coup-là, D prend C4, il a utilisé 10 minutes de réflexion, ce qui est beaucoup. Et sur E3, je réussis à coup sûr à récupérer mon pion de moins tout en développant un fou. Et vous voyez, j'ai un avantage de développement parce que les noirs n'ont encore quasiment rien développé. Et leur seule pièce développée, elle est clouée. Donc j'ai plutôt réussi une bonne ouverture.
Ici, mon adversaire, il aurait pu jouer C prend D4. Ça aurait été totalement jouable avec, avec ce genre de position, où je vais quand même récupérer ce pion, mais où le cavalier ici, il va être plus actif, il va plus être cloué, il n'y a plus de dame en D8 qui empêche le cavalier de bouger. Mais bon, au lieu de jouer C prend D4, qui est la recommandation de l'ordinateur, mon adversaire joue H6, dans l'optique de poser une question à mon fou. Est-ce que je prends le cavalier? Est-ce que je joue fou H4 en maintenant le clouage, au risque par exemple de se faire repousser comme ceci? Alors ça, ce serait cette poussée en G5, ce serait très dangereux pour le roi noir qui est au centre de l'échiquier. Pour roquer, c'est pas top d'avoir des pions comme ça qui sont très avancés. Et là, ma dernière option, donc, c'est aussi de jouer fou F4 pour venir directement sur cette grande diagonale. Donc la question est posée à mon fou, et je choisis de prendre le cavalier. Et pourquoi je choisis ça? Parce que mon fou, c'était une bonne pièce. Bien, je choisis d'échanger le fou contre le cavalier, peut-être à tort, parce que les noirs ont quand même la paire de fous, c'est quelque chose d'important, et en général, on choisit plus généralement de garder les fous plutôt que les cavaliers, à part dans les positions fermées. Donc, ça pourrait être vu comme quelque chose de pas très judicieux, mais en fait, mon idée, c'est que quand la dame reprendra, donc ce qui est arrivé dans la partie d'ailleurs, et ben, cette dame, elle est certes très active, mais elle est également très exposée. Voilà. Elle est facilement attaquable, par exemple cavalier E4 ou je sais pas moi, elle peut être la cible des cavaliers, des tours, et sortir sa dame aussitôt, souvent c'est pas une très bonne idée. Et finalement, cet avantage-là que j'ai compense le fait que j'ai perdu ma paire de fous. Évidemment, si les noirs ne voulaient pas prendre avec la dame, ils peuvent prendre avec le pion, mais alors là, la structure de pion, elle est pas terrible, donc le roi ne peut pas vraiment roquer ici. Et puisqu'il y a encore les dames sur l'échiquier, c'est vraiment très dangereux de faire ça, en ayant une structure de pion juste vraiment pas terrible. Donc je prends le cavalier, mon adversaire reprend la dame, et donc là je réfléchis un peu. Je réfléchis à cavalier E4, attaque à la fois la dame et le pion, mais en fait j'en ai conclu que c'était pas vraiment une très bonne idée, parce qu'on rentrerait dans ce genre de position où on aurait le fou noir et le cavalier blanc qui seraient échangés, et finalement on rentrerait dans cette position où finalement j'ai pas vraiment d'avantage. Le roi va pouvoir roquer, le roi noir. Les dames ont été enlevées de l'échiquier, donc j'ai pas vraiment d'attaque. Et surtout, le cavalier blanc va pouvoir se développer et attaquer le pion en C5. Et ça, c'est pas très bien pour moi. Et ça, j'avais vu. Ce qui veut dire que, à la place, je joue fou prend C4. En continuant finalement mon plan, qui était de récupérer ce pion que j'avais de moins, et puis que je l'avais sacrifié quand j'ai joué fou G5, vous vous souvenez. Il y avait une autre possibilité, c'était que l'ordi recommande, qui est intéressante, c'est la poussée en D5, et qui empêche le cavalier de se développer en C6, tout en maintenant des pions doublés pour les noirs.
Cette position-là, elle aurait été très intéressante, mais je ne l'ai pas vue pendant la partie. Donc fou prend C4, qui continue très normalement dans mon idée. Les noirs prennent en D4, je reprends en D4, et je propose ici l'échange de dames. En prenant en compte le fait que si on échange les dames, je reste quand même avec 3 pièces développées de plus que mon adversaire sur l'échiquier. Ce qui commence à faire beaucoup. Mon adversaire hésite. Déjà là, pour prendre en D4, il a encore dépensé 12 minutes. Donc il est en retard à la pendule. Déjà, il a quelque chose comme 20 minutes de retard à la pendule sur moi. Et il se dit, je pense, qu'il faut qu'il se développe. Et il joue ici cavalier C6. Il me laisse échanger les dames, mais il développe une pièce parce qu'il sent que c'est urgent. Moi, je ne me fais pas prier, j'échange les dames ici. Et je me retrouve avec cette position où finalement j'ai 3 pièces de développé contre une seule. Et où, malgré la paire de fous, les noirs ont une structure de pions qui est vraiment pas terrible, avec 3 îlots de pions, donc des pions qui sont très décoordonnés, et qui sont doublés ici. L'inconvénient de ce coup, par contre, d'avoir les pions doublés ici, c'est que les noirs pourront s'activer facilement avec la tour sur la colonne G. Il faut faire attention quand je décide de roquer. Ce que je fais d'ailleurs au coup d'après. Mais ici, je réfléchis beaucoup avant de roquer, justement à cause de cette manœuvre-là que je vois, mais aussi parce que je réfléchissais à cavalier B5. Cavalier B5, qui profitait du fait que le roi noir soit au centre pour le déroquer. En fait, ici, je menace une fourchette entre le roi et la tour. Et si les noirs essayent de s'y soustraire, par exemple en déplaçant la tour, ici, le roi noir, il doit bouger, et finalement on se retrouve dans la même position, mais le roi noir est déroqué. Et ça, c'est imparable. Si je décidais de déroquer mon adversaire, j'y arrivais en jouant cavalier B5. Mais il y a un twist, c'est que en fait, je me suis rendu compte que dans cette position, ça ne servait absolument à rien de déroquer mon adversaire et de dépenser 2 temps, donc deux mouvements de suite pour ça. Je me suis rendu compte en fait que mon adversaire allait sûrement ne pas vouloir roquer. Pourquoi? Eh bien parce que les dames ont disparu de l'échiquier, ce qui veut dire qu'il y a moins de danger pour le roi noir s'il devait rester au centre. Et que c'était vraiment irréaliste de penser que, par exemple, je sais pas moi, il allait roquer par ici. Là, la structure de pion est complètement éclatée. C'est juste illogique. Donc, pour cette raison, dans cette position, j'ai décidé de ne pas déroquer mon adversaire, qui de toute façon jouerait roi E7 à un moment donné. Et l'ordinateur, bon, les évaluations de l'ordinateur, elles valent ce qu'elles valent, ça ne vaudra jamais une bonne compréhension pratique de la position, mais dans ce cas-là, l'ordinateur me donne raison. Je rock, donc après une réflexion de 7 minutes, et là mon adversaire joue fou B4. Fou B4, un coup qui vise donc à développer le fou de case noire et à finalement sortir d'un retard de développement, et un coup qui vise aussi à peut-être échanger ce fou contre le cavalier en C3, de manière, bon là c'est une variante illustrative, ça n'a pas été joué dans la partie, de manière à obtenir ce genre de position où moi aussi j'aurai une structure de pion complètement décoordonnée, avec un avantage qui irait plutôt au noir.
Évidemment, il y a quand même la contrepartie dans cette variante illustrative de perdre la paire de fous avec les noirs. Mais je pense que ce serait rentable pour mon adversaire. Ici, j'avais plusieurs choix de réponse, parce que là, je regardais la position et voilà, je me disais que j'avais plutôt une bonne position. Euh, et donc, j'avais plusieurs choix. Le premier que je n'ai pas vraiment considéré et que j'aurais dû considérer, c'est tour A en C1. Ce coup qui a un objectif qui est de protéger le cavalier. On se retrouverait dans cette position avec une tour qui est maintenant complètement activée euh, et une structure de pion pas, qui n'est pas endommagée. Donc là, les noirs n'auraient pas eu intérêt à prendre mon cavalier. D'autant plus que la tour se retrouve ici, vous voyez, sur une colonne qui est semi-ouverte. Et ça donne beaucoup d'activité à la tour. Donc la première option que j'aurais sûrement dû choisir, c'est tour A en C1. Donc j'allais pas jouer à 3 pour les raisons qu'on sait. Et donc ma deuxième option, celle que j'ai choisie, et qui est moins bonne que tour C1, c'est cavalier B5, qui menace de nouveau la fourchette, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, là, je menace la fourchette, non pas pour déroquer mon adversaire, c'est pas mon but premier, mais pour recycler mon cavalier en D4 et échanger ici. Comme ça, le fou n'a plus vraiment de pression et je peux le repousser. C'était mon plan à ce moment-là. Il n'est pas incroyable, je trouve, parce que ça donne beaucoup de contre-jeux au noir, ça donne au noir le temps de se redévelopper. Et ici, d'ailleurs, les noirs, évidemment, ils vont éviter la fourchette, qui leur ferait perdre une tour pour un cavalier. Et ils jouent roi E7. Ils se déroquent volontairement. Et c'est ce que j'avais prévu. Euh, c'est ce que j'avais prévu, même quand je réfléchissais à déroquer le roi moi-même, vous vous souvenez, je m'étais dit que de toute façon, il voudrait mettre son roi en E7 où il est quand même à l'abri, et pourquoi pas mettre une tour en D8 derrière. Ici, je joue un petit coup de pion pour prendre de l'espace à l'aile dame et décaler le fou avant de jouer cavalier D4. Et ce coup, il a une autre fonction, c'est que si les noirs jouent fou à 5, ils n'ont plus l'option, comme ils pouvaient l'avoir avant, de jouer, par exemple, je ne sais pas si je fais n'importe quoi, pion B6 pour développer le fou derrière. Et pour activer finalement la dernière pièce des noirs qui est encore sur ces caisses de départ. Pourquoi Pourquoi ils ne peuvent plus faire ça? Parce que là, j'ai B4, maintenant qu'il y a le pion B3 ici. B4 qui emprisonne le fou. Donc A3, pardon, je reviens. A3, ici, dans cette position, c'est un coup qui a plusieurs fonctions. Mon adversaire joue fou A5 et s'interdit donc lui-même de jouer pion B6 pour les raisons que maintenant vous savez. Et ici, je réfléchis un peu et je décide de centraliser une de mes tours. C'est mon plan dans la position, c'est d'essayer de rentrer sur une colonne ouverte au centre. Je joue donc tour F D1 avec pour projet de mettre ma deuxième tour sur la colonne C. Un peu trop tard, évidemment, j'aurais dû le faire avant. Mais voilà, pour activer mes tours. Mon adversaire joue A6 pour dégager mon cavalier et prendre à son tour de l'espace à l'aile dame.
et je fais ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que je recycle mon cavalier en D4. Seulement là, vous voyez, je ne l'ai pas fait avant parce que j'attendais qu'il joue d'abord à 6 pour qu'il gâche un tempo dessus, pour qu'il gâche un coup sur la défense de mon cavalier. Comme ça, je peux euh, y aller en gagnant finalement un temps. Cavalier BD4. Ici, mon adversaire choisit d'échanger. Je reprends avec le cavalier. Je reprends avec le cavalier parce que si je reprends avec le pion, vous voyez, j'ai un pion qui est très isolé et qui va être très facilement pris pour cible par les pièces noires. Ça peut être tentant, évidemment, d'avoir un pion ici qui peut servir un peu de bélier sur la colonne. Mais par exemple, sur tour D8, vous voyez là mon pion, il est déjà sous tension. Il peut être attaqué par le fou en B6, par exemple. Ou alors si je le pousse en D5, on se retrouve dans ce genre de position où finalement le pion peut aller nulle part. Et sur pion prend E6 par exemple, F prend E6 résout le problème principal des noirs qui était ces pions doublés. Donc en fait je ne gagne rien à reprendre du pion. C'est pour ça que je reprends avec le cavalier. Sur ce, mon adversaire développe sa dernière pièce, fou D7. Je prends un peu d'espace sur l'aile dame encore en continuant mes poussées de pion avec B4. Donc là vraiment j'améliore ma position. Fou B6, fou B6 vise peut-être un échange de pièces. Pour l'instant, il est peu probable que mon adversaire le fasse, parce que si par exemple il le joue maintenant, je peux reprendre avec la tour et éviter de me créer cette faiblesse, encore une fois en D4. Donc après fou B6, je joue tour à C1. Je vous ai expliqué, c'était mon plan. Je mets mes deux tours sur deux colonnes semi-ouvertes. Et mon adversaire fait de même. Donc pour contester le contrôle de ces colonnes, il va lui aussi ramener ses tours. Et alors ce qui est embêtant avec ce plan de mon adversaire, de ramener les tours sur les mêmes colonnes que les miennes, c'est que moi je dois toujours défendre ce cavalier pour l'instant. Vous voyez là, si mon fou, je décide pour une raison X ou Y de le mettre, je sais pas moi, de le mettre ici. Potentiellement, les noirs peuvent jouer fou prend D4 et je ne peux pas jouer tour prend D4 parce qu'il y a mon autre tour qui est en l'air en fait. Donc je serai obligé de me créer cette faiblesse. Et pourtant, c'est ce qui va se passer dans la partie, c'est-à-dire que j'ai eu peur que mon fou soit pris pour cible. Et donc là, la variante illustrative, c'était fou E2. Mais en fait, je vais jouer un coup équivalent, je vais jouer fou B3. Après 3 minutes de réflexion. Et en fait, justement, j'ai dû décider entre fou 2 et fou B3, et je me suis dit que mon fou serait peut-être plus utile sur cette diagonale. Mais je peux me tromper, parce que sur fou 2, il peut quand même revenir en F3 pour taper en B7 par exemple. C'était à considérer. Mais bref, je joue fou B3, et donc là, mon adversaire a l'occasion de créer cette faiblesse en D4. Et il ne le fait pas. Il joue E5. Il n'a pas envie, en fait, c'est compréhensible aussi, mon adversaire n'a pas envie d'abandonner sa paire de fous, qui pourrait lui être très utile. Surtout en finale, quand certains pions se seront échangés et quand on aura des positions très ouvertes. Bon, donc pour l'instant, il avance.
il continue de se développer en attaquant mon cavalier. Où est-ce que je mets ce cavalier? J'ai plusieurs choix. J'en ai deux en fait. Je peux jouer cavalier E2 ou cavalier F3. L'ordinateur, je crois, je me souviens plus très bien, mais recommande, il me semble, cavalier F3. Mais en fait, j'avais peur sur cavalier F3 que mon adversaire active son fou avec fou G4 et que au coup d'après, si par exemple je joue A4 ou je ne sais quoi, il puisse pousser E4 et finalement euh, gagner mon cavalier qui est cloué et qui là euh, ne peut pas bouger parce que sinon c'est la tour qui saute. Bon, il se trouve que sur cette variante, j'aurai une défense en jouant H3 et G4, mais vous voyez l'idée de la variante. J'avais peur de cavalier F3 du coup. Au lieu de ça, puisque je rappelle que mon cavalier est attaqué, je joue cavalier E2, ce qui me permet sur fou G4 de le protéger autrement et de ne pas me prendre cette poussée en E4 qui clouerait le cavalier et qui le gagnerait. Alors ici, évidemment, je ne vais pas jouer pion F3, qui romprait le contact entre fou et cavalier. Et tout simplement parce qu'il y a fou E3 en fait, qui fait une fourchette entre la tour en C1 et le roi. Et donc là, clairement, c'est parti perdu. Bon, j'ai peut-être pas joué la variante correctement, mais enfin, vous voyez l'idée. Il y a peut-être une capture qui est prématurée. Mais bref. Donc là, ici, je ne joue pas F3, mais à la place, je joue roi F1 pour protéger le cavalier et aussi peut-être le ramener en E1 pour soutenir les tours sur les colonnes ouvertes, qui vont être contestées par les tours adverses. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe au coup suivant. Tour HT8, mon adversaire continue son plan, il ramène ses tours au centre. Et moi, ici, je peux ramener mon roi en E1, mais ce que je choisis d'abord de faire, c'est de jouer H3 pour chasser le fou ennemi. Et l'idée, c'est que par exemple, s'il arrive en H5, peut-être que j'ai même G4. Et donc là, le fou noir de case blanche se retrouve ici, sur une case nettement moins active quand même, et mon cavalier redevient libre de ses mouvements, puisqu'il n'est plus cloué avec la tour. Donc en jouant H3, je pose une question au fou, et mon adversaire choisit finalement de le faire battre en retraite en F5, et non pas en H5. Donc ici, je ne joue pas G4, ça n'a plus de sens. Et à la place, je continue mon plan, je joue roi E1. Et je me dis que peut-être après, maintenant que la colonne D est bien consolidée, je vais réfléchir maintenant à peut-être échanger les tours pour avoir moi le contrôle à moi seul d'une colonne ouverte. Et je vais réfléchir aussi à replacer mon cavalier. Par exemple en G3 pour le mettre peut-être par la suite en F5 ou en E4, ou même rejouer cavalier C3. Ici, mon adversaire, qui n'a plus que 12 minutes, n'a que 12 minutes à la pendule pour mes 23, mon adversaire réfléchit encore pendant 5 minutes. Donc il tombe très bas au temps. Il tombe à 7 minutes et il joue A5. Ça, c'est un coup qui me surprend un peu, mais qui n'est pas bête. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger les tours tout de suite, il veut que son fou de case noire ait plus d'activité. Parce que pour l'instant, c'est vrai que son fou de case noire, il joue pas trop. Les cases qu'il contrôle, c'est ça, ça, et c'est que des cases protégées. Et il attaque pas de pièces, il n'y a rien du tout. Et donc en jouant à 5, en fait, l'idée, c'est que par exemple, si je prends en A5, et ben son fou,
il a beaucoup plus d'activité. Et de manière générale, il libère les diagonales pour que ses fous, sa paire de fous, l'avantage positionnel qu'il a finalement, pour que sa paire de fous, elle rayonne plus sur tout l'échiquier. Donc A5, c'est un coup qui, je trouve, est très intelligent. Ici, je joue tour prend C8. Je me dis ici que il faut que je gagne une colonne. Donc évidemment, je n'échange pas les deux pions ici. Et je me retrouve dans cette position où j'ai une colonne ouverte pour moi. Et mon adversaire en a aussi une. Mais ne peut pas pénétrer finalement sur cette colonne. Il ne peut pas jouer par exemple tour F3 ou tour C2, qui serait idéal pour sa tour. Aux échecs, c'est bien quand on a par exemple une tour sur la deuxième ou la septième rangée. Mais là, c'est pas possible pour lui, parce que j'ai mon cavalier, mon fou et toutes mes pièces en général qui viennent contrôler toutes ces cases. Mon adversaire joue donc tour prend C8. Et moi, je réponds par fou D5. Et je trouve que c'est un bon coup. En fait, en jouant fou D5, j'abandonne la protection de la case C2. Donc la tour peut venir en C2. Ce qui n'est pas très bien en soi. Mais je protège le pion B7. Je protège, pardon. Je suis fatigué. J'attaque le pion B7, qui ne peut pas être défendu très facilement. C'est-à-dire que là, la tour va être obligée d'aller en B8 ou en C7, et donc de finalement se restreindre un peu au niveau de ses possibilités de mouvement pour protéger ce pion B7. Et ça, c'était aussi l'un des objectifs de l'échange de tours que j'ai fait en C8. C'est-à-dire qu'en prenant en C8, avec tour prend C8, la case C8 n'est plus disponible pour le fou de case blanche. Si j'avais par exemple pris l'autre tour, et que j'avais... pardon. Si j'avais pris l'autre tour, et que, imaginons, j'ai... Ah, attends, je m'en mêle les pinceaux. Et que d'une manière ou d'une autre, j'ai joué fou D5, faites abstraction de la position de la tour pour l'instant. Et bien là, le fou aurait pu revenir en C8 pour protéger le pion et laisser l'autre tour être plus active. Donc j'ai pris en C8 et on se retrouve dans cette position. Ici, mon adversaire commence par échanger en B4. C'était son idée, rappelez-vous, ouvrir les diagonales et faire rayonner les fous. Ici, le fou de case noire. Et il finit par me concéder tour C7 pour protéger le pion B7. Ce qui veut dire que là, mon fou, il a un peu gagné, si j'ose dire, la bataille des fous. Il est plus actif pour l'instant que le fou en F5. Il attaque le pion B7 et donc il restreint la tour. Là, j'ai une position de force en fait au centre de l'échiquier, malgré la paire de fous adverse. Et puis cette tour là, en fait, elle est toujours sur une colonne ouverte, ça d'accord. Mais honnêtement, elle n'a aucune possibilité de mouvement sur la septième rangée. Donc ici, je réfléchis un peu, et je me dis que si j'arrive quand même à éliminer ce défenseur du pion, et bien finalement, là, mon adversaire n'aura pas d'autre choix que de mettre son fou en C8, et une fois que le fou est en C8, et qu'il est finalement lié à la protection du pion en B7, j'ai une position encore mieux. Donc je joue tour C1. Et là, vous voyez, si
la tour prend C1 et que le cavalier reprend C1, on est dans cette position et les noirs sont obligés de jouer ça. Dans cette variante illustrative, évidemment, c'est pas ce qui a été joué pendant la partie. Mais vous voyez, là, le fou, il est vraiment très passif, et je vais pouvoir ramener finalement mon cavalier en D3, par exemple, et puis après, peut-être en C5, histoire d'échanger la paire de fous. Et ici, je serais très bien. Je pourrais aussi protéger mon fou en D5 avec E4, et j'ai une position dominante. Mais donc mon adversaire, quand je joue tour C1, il décline l'échange de tours et il joue tour D7. Ce qui lui permet du même coup d'attaquer mon fou qui attaque lui-même B7. Je protège donc mon fou avec E4 en attaquant du même coup le sien. Et mon adversaire, ce serait mauvais de jouer fou G6. Ici le fou il fait pas grand chose. Il vaut mieux en effet jouer fou E6. Avec l'idée sur fou prend de reprendre avec le pion F pour menacer F5 qui dédoublerait, je sais pas, qui dédoublerait les pions noirs. Ce qui est, je le rappelle, l'une des principales faiblesses des noirs dans cette position. Et donc à la place d'échanger les fous moi-même, je joue cavalier C3. Ce coup, il a deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de replacer mon cavalier qui n'est pas très actif en E2. Le deuxième, c'est de protéger le fou en D5, tout en menaçant une fourchette. Parce que sur fou prend D5, dans cette position, je peux jouer cavalier prend D5, et là, il y a, vous voyez, une fourchette entre le fou en D6 et le roi en E7. Donc les noirs sont obligés de donner la qualité, donc donner une tour contre une pièce mineure. Et je me retrouve à une position très facilement gagnante. Ce qui veut dire que ce coup, cavalier C3, il empêche pour l'instant l'échange de mon fou très fort contre le fou E6. Ça retarde l'échange. C'est plutôt un bon coup. Face à cavalier C3, mon adversaire réplique et il joue fou en D4. Ce qui enlève la possibilité d'un clouage, enfin d'un clouage, d'une fourchette, excusez-moi. Ce qui enlève la possibilité d'une fourchette en cas d'échange de fou. Et surtout, ce qui menace de prendre mon cavalier. Par exemple, si je fais n'importe quoi. Ici, ici, mon adversaire peut gagner un pion. Ou même plus simplement, jouer tour C7 et clouer mon cavalier. Donc il y a plusieurs menaces qui transparaissent avec fou D4. Donc sur fou D4, ce qui est donc la partie, je réfléchis et je finis par jouer fou prend E6. Fou prend E6, en fait, j'ai envie de liquider la position parce que l'autre coup que j'avais envisagé, qui est cavalier B5 immédiatement, bah ça perdait un pion, hein, clairement. Ça perdait un pion. Donc je décide de liquider la position en jouant fou prend E6 moi-même. Mon adversaire reprend avec le pion comme on a vu précédemment, il veut se débarrasser de ses pions doublés. Et ce n'est que maintenant que je joue cavalier B5. Puisque maintenant il n'y a plus de menace de gagner un pion, puisqu'il n'y a plus aucune pièce à prendre ici en fait.
Euh, Mon adversaire suit son plan. Il ne s'inquiète pas de voir son fou échanger contre mon cavalier. Il joue F5, donc de manière à dédoubler ses pions. Et moi, je me dis à ce moment-là, ok, la finale, la fin de partie que je vais avoir ici, elle est gagnante pour personne pour l'instant, elle est assez égale. Mais je me dis que souvent les fous sont quand même supérieurs aux cavaliers dans ce genre de position. Et donc je me dis que il est plutôt dans mon intérêt d'échanger ici le fou de case noire contre le cavalier. Donc je commence par prendre en F5, parce que là si je prends tout de suite, euh, non, si voilà, si je prends tout de suite, je vais avoir des problèmes avec ces deux pions. Il va falloir que je choisisse lequel des deux je veux garder. Donc je commence, c'est la partie, par jouer E prend F5. Mon adversaire dédouble ses pions. Et maintenant, je prends en D4. Et j'échange mon cavalier contre le fou des noirs. Et ici, mon adversaire, encore une fois, a deux options. La première, c'est de prendre avec le pion. Et la deuxième, c'est de reprendre avec la tour. Et de ces deux options, il y a une des deux qui est assez forte positionnellement, et l'autre qui est une erreur en fait stratégique. Voyons les deux options. Si les noirs reprennent avec tour prend D4, évidemment, ici la menace des blancs, c'est de jouer tour C7 pour menacer de gagner ce pion-là. Les noirs doivent donc jouer tour prend D7, enfin pardon, tour D7, puis sur l'échange, la position a l'air assez égale, et on se retrouverait avec ce genre de position. Il n'y a pas vraiment d'avantage ici, il ne faut juste pas faire d'erreur. Mais c'est une variante qui est plutôt forcée, puisque là c'est évident que je vais jouer tour C7. Et que si les noirs, par exemple, décident de refuser l'échange de tours, de refuser de jouer tour D7 pour jouer la finale avec que des pions, et ben là je vais prendre en B7 et je vais avoir un pion de plus. Donc, sur la prise, on a vu tour prend D4. Mais donc l'erreur stratégique, et ce que va jouer mon adversaire, c'est E prend D4. Prendre avec du pion à la place de la tour. Quand j'ai vu ça, j'ai été assez content. Parce que même intuitivement, je pense que si vous regardez l'échiquier, vous vous rendez compte que les noirs, ils vont avoir plus de mal à protéger tous leurs pions en même temps. Là, les pions des noirs, ils sont répartis en plusieurs îlots. 1, 2, 3, 4, et aucun pion ne protège l'autre. Donc en fait, on a 4 cibles potentielles pour les blancs. Alors attention, ce ne serait pas forcément un problème s'il n'y avait que les rois sur l'échiquier. Parce que le roi va avoir du mal justement à aller à plusieurs endroits à la fois pour aller chercher tous les pions. Cette position, si on enlève les tours, elle est peut-être même mieux pour les noirs. Mais comme il y a les tours, là, je vais pouvoir finalement me concentrer beaucoup sur un pion qui ne va pas pouvoir être protégé par d'autres. B5, ça ne protège pas D4. Et les deux autres pions, là, ils vont être facilement croquables par la tour, en fait. Donc ça, c'est une erreur positionnelle de mon adversaire. Elle n'est pas vraiment tactique. Là, c'est vraiment juste stratégique. Donc, je joue roi D2, j'active mon roi. Et là, mon adversaire, il tente finalement de protéger une deuxième fois son pion,
qui va être attaqué une deuxième fois au moment où je jouerai tour C4. Vous voyez là, le pion il sera attaqué deux fois. Et si le roi n'atterrit pas en E5, il est protégé qu'une seule fois par la tour. Évidemment, roi D5 ça ne marche pas parce que si la tour est déjà en C4, il y a tour prendre D4 échec et là le roi doit juste bouger et change de tour et je me retrouve avec un pion de plus. Mais mon adversaire ne joue pas roi E5, il joue tour D6, un coup que je trouve bizarre. En fait, je vois l'idée. L'idée, c'est de placer la tour en B6 pour attaquer mon pion en B4. Le truc, c'est que mon idée tour C4, elle marche aussi pour défendre le pion B4. Et en plus, ça me laisse jouer, par exemple, pas tout de suite, mais peut-être dans un avenir proche, tour C7, qui va s'infiltrer derrière et croquer les pions. Mais moi, je suis donc toujours sur mon idée. Je réfléchis pas encore à tour C7 et je me dis que ce coup-là, il n'est pas bon aussi parce que les noirs n'ont pas avancé leur roi en E5 pour protéger une deuxième fois ce pion en D4. Du coup, je me dis, si j'arrive à faire en sorte que le roi noir ne vienne jamais ici, je vais pouvoir tranquillement jouer tour C7 et finalement prendre le pion et me retrouver avec un pion de plus. C'est dans cette optique que je joue F4. Un coup que l'ordinateur n'apprécie pas du tout, mais d'un point de vue pratique, je trouve que c'était un bon coup. Ici, mon adversaire, bon, déjà, vous voyez, il n'a plus que 2 minutes 30 à la pendule. J'en ai 11. Il accuse un peu le coup. Et il sait qu'il a peut-être une finale un peu inférieure. Il joue H5. L'objectif d'H5, c'est de geler mes deux pions en G2 et en H3 pour qu'en fait mon pion de plus euh, sur l'aile roi, et ben finalement il soit gelé. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, je fais n'importe quoi, hein. Et dans cette position, je peux très difficilement jouer pion G4 à cause de la prise en passant. Et en fait, je vais être dans une position où je vais jamais pouvoir avancer le pion que j'ai en plus ici. C'est pour ça que mon adversaire ici, il joue H5. Sauf qu'en fait sur H5, moi je continue mon plan, je joue tour C4, très normalement. Et comme on l'a vu, le roi ne peut pas arriver en E5 pour protéger ce pion en D4. Mon adversaire doit donc trouver du contre-jeu ailleurs. Il joue tour A6 dans l'optique de passer derrière. C'est-à-dire d'attaquer mon pion G2 et d'espérer que je ne puisse pas tout défendre. Je réfléchis un peu, je réfléchis 2 minutes et je prends avec le roi. C'est important parce que prendre avec la tour, bon, l'ordi dit que ça tient, mais là je vais avoir beaucoup plus de mal à tenir ce genre de position, par exemple, où ce pion-là va être attaqué, et ça va être vraiment quelque chose de très, très annulant. Donc mon adversaire joue tour A6, et c'est important que je prenne du roi. Parce que comme ça, la tour peut empêcher la tour noire de s'infiltrer comme ça. Tour A2 pour les noirs, donc attaque mon pion G2. Ici je pousse en G3 pour enlever le pion de la portée de la tour. Tour H2, attaque un autre pion, c'était le plan de mon adversaire, harceler mes pions jusqu'à ce que je ne puisse plus les défendre tous les trois. Je joue donc H4, tour G2, tour G2 et tour C3. Et là, je retombe sur mes pattes, j'arrive à tout défendre. Et en contrepartie, vous voyez, j'ai toujours ce pion-là qui est vraiment
bloqué et qui ne sert pas à grand-chose. Si vous vous demandez pourquoi là l'évaluation de l'ordinateur a grimpé, c'est parce que en fait, bon, c'est une ligne d'ordinateur qui n'aurait pas été très trouvable, mais en fait l'ordinateur dit que avant le coup tour G2 dans la partie, les noirs auraient pu avoir une position nulle et qu'avec tour G2, la position est passée gagnante. Et la raison, selon l'ordinateur, c'est que le meilleur coup, ce serait tour D2. Roi E3 pour aller protéger ces pions ici. Tour B2, tour D4 pour continuer de protéger le pion en B4. Tour B3, roi F2. Et croyez-le ou non, mais dans cette position, les blancs ne peuvent plus avancer. Le roi il est bloqué ici sur cette rangée. Et la tour, elle ne va pas pouvoir se déplacer de la quatrième rangée parce qu'elle doit rester au contact du pion B4 qui est attaqué. Mais bon, ça c'était une ligne extrêmement dure à voir. Et donc mon adversaire joue tour G2, ce qui pour l'ordinateur est perdant. À noter qu'ici mon adversaire n'a plus que 30 secondes, donc c'est normal qu'il fasse des erreurs. Ici donc je joue tour C3 pour protéger le pion G3. Mon adversaire essaye de prendre l'opposition, d'empêcher mon roi de passer. C'est parce que c'est la prochaine étape dans mon plan, c'est de faire passer le roi d'un côté ou de l'autre pour aller manger les pions. Et ici, j'ai une manœuvre qui, je pense, est intéressante, c'est que je joue tour E3 pour couper le roi des pions F et H et pouvoir moi-même les prendre sans que le roi ne vienne m'embêter. Vous voyez, là, il y a une sorte de limite qui est tracée entre le roi et ses pions. Les noirs répondent par tour B2, en profitant du fait que ma tour ne protège plus le pion B4. Et je joue roi C3 pour protéger de nouveau ce pion. Alors l'ordinateur dit que c'est plus efficace de jouer roi C4 parce qu'après je vais pouvoir m'infiltrer ici. Mais sur le moment, j'y ai pas vraiment réfléchi et je me disais justement je gagnerais un temps en attaquant la tour en B2. Mon adversaire retourne donc en G2 avec la tour. Cette fois-ci, je joue roi C4. Et là, on se retrouve dans cette position où mon adversaire essaye encore une fois de m'empêcher de passer. Sauf que là, comme les deux rois sont en opposition, j'ai tour E6 qui vient mettre le roi noir sur cette rangée, étant donné que tout ça c'est contrôlé par le roi, et cette ligne-là est contrôlée par la tour. Donc le roi doit reculer en D7. Et là, un coup très précis pour moi, mais auquel j'ai pas vraiment pensé, c'est tour G6 ici, qui continue à protéger G3, et là les noirs n'ont juste rien, ils n'ont aucun contre-jeu, ils peuvent toujours me mettre en échec, mais vous voyez là j'avance de plus en plus vers ce pion. Et même on pourrait se retrouver dans des positions comme ça, où je menace à tout moment de prendre les deux pions, et là c'est complètement perdant pour les noirs. Mais voilà, tour G6, je n'y pense pas, et à la place, je joue tour E5, avec l'optique de manger ces deux pions. Sauf que la contrepartie, c'est que dans cette variante, j'abandonne la défense du pion G3, pardon, que mon adversaire va se faire une joie de prendre avec tour prend G3. Donc temporairement, mon adversaire récupère son pion de moins. Tour prend F5. Et ici, mon adversaire joue tour G4, en menaçant de manger mon pion H. Et dans ce cas, si je fais rien, on se retrouve dans une position qui est nulle, encore une fois. Mais ça, j'avais calculé. Je prends H5 en abandonnant ce pion. Et là, on se retrouve dans cette position qui est gagnante pour moi. J'ai un pion passé
sur la colonne H qui est très très éloignée de l'autre. Donc si mon adversaire veut venir récupérer ce pion en H4, il va devoir délaisser le pion B7, et je me dis que ça c'est gagnant. Et effectivement, l'ordinateur dit également que c'est gagnant. Sauf que là, il y a quelque chose de drôle qui se passe. C'est que je joue roi C5. Et en analysant la partie après, je me suis rendu compte que là, les noirs pouvaient tenir les nuls, très étonnamment. Et c'est encore une ligne d'ordinateur très dure. En fait, c'est un plan un peu bizarre. Un plan un peu bizarre où en fait les noirs doivent penser à jouer roi C7 en prenant l'opposition et en empêchant mon roi de passer. Et sur tour H7 échec, ils doivent penser à jouer roi B8, roi A7 et se cacher ici. Et c'est la seule chose qui tient pour les noirs. Parce que en fait, quoi que je fasse, quoi que les blancs fassent maintenant, ils vont arriver à mettre le roi derrière, finalement, derrière ces deux pions, donc hors de l'action. Je trace une ligne ici avec la tour qui empêche le roi de passer. Et ma tour à moi ne va jamais pouvoir finalement attaquer le roi ou attaquer vraiment ce pion-là qui va servir un peu de bouclier. Si on continue la variante, on se retrouve dans ces positions où finalement jamais les noirs vont réussir à passer. Pardon, jamais les blancs vont réussir à passer. Voilà, se retrouver dans ce genre de position, et quoi que fasse la tour, il n'y aura jamais de tactique qui permette de promouvoir ce pion-là, puisque le roi est coupé. Mais bon, ça c'était une tactique très dure à voir, et à la place, mon roi joue ici, mon adversaire, ça va aller. Mon adversaire joue B6, ce qui est une erreur sur l'ordinateur, mais en soi, bon, vous savez, la ligne était compliquée. Et en fait, B6, ça me tend quand même un piège. C'est que si je reprends, vous voyez, en D6, il y a tour prend B4, roi C5 et tour E4. Et là maintenant, j'ai toujours un pion d'avance, mais là le pion va pouvoir être arrêté par le roi noir. Et mon roi est beaucoup trop loin en fait. Alors, je peux toujours essayer de m'approcher, mais en fait, la tour noire va toujours bloquer mon roi, et je ne pourrai jamais soutenir la poussée H4. Donc je ne tombe pas dans le piège, je ne prends pas ce pion qui m'est ainsi donné, et je joue plutôt donc roi B5. J'étais sur le mauvais coup, pardon. Mon adversaire joue roi C7 pour essayer de protéger son pion. Sauf qu'en fait, là je joue tour H7 échec. Mon roi doit, le roi de mon adversaire doit se déplacer et donc abandonner la défense de son pion en B6, roi B8. Donc là, il y a toujours le même piège. Je ne peux pas prendre le pion en B6 à cause de tour B4. Tour prend B4. Donc, je me dis que je joue H5. Comme ça, j'améliore ma position, je pousse ce pion, et advienne que pourra. Mon adversaire joue tour H4 pour maintenir à la fois la pression sur ce pion et à la fois protéger cette colonne et la case de promotion si jamais ce pion-là venait à arriver en H7. J'avance en H6, et là mon adversaire joue roi C8 pour se rapprocher du théâtre de l'action, sauf que ça m'autorise à jouer un coup très, très marrant. C'est toujours pas roi prend B6,
et roi C6. Et pourquoi ce coup est un très bon coup? C'est parce que, en fait, ça va m'autoriser à long terme à prendre ce pion en B6. Pourquoi? Parce que là, on croirait que j'abandonne un pion, que j'abandonne mon pion en B4, sauf que si la tour prend en B4, j'ai mat. Donc en fait, ce pion, virtuellement, il est protégé. Euh, et donc ça me permet, parce que là les noirs doivent bouger leur roi du coup pour ne pas se faire mater, ça me permet de jouer B5, et maintenant je vais pouvoir prendre ce pion en B6, parce que quand je prendrai ce pion en B6, je n'abandonnerai pas mon pion en B4. Et en fait, c'est en gagnant un temps sur le roi ennemi que j'arrive à obtenir cette position. Et donc, vous voyez, à terme, j'arrive à capturer ce pion en D6. Pendant que les noirs essaient désespérément de prendre ce pion en H7. Et alors ici, on va se retrouver dans une position où ce pion-là est quasiment presque à dame. Et de l'autre côté, à l'autre bout de l'échiquier, je vais essayer de promouvoir le pion B. Et les noirs vont avoir un mal de chien à tout défendre. Là, vous voyez, je fais de la place pour que mon pion puisse passer. Les noirs essayent d'attaquer ma tour et de faire quelque chose. Mais là, encore une fois, j'ai un joli coup. J'abandonne la défense du pion H7. Je joue tour B8. Et on pourrait croire que du coup, je perds ce pion. Mais en fait, ça perd pour les noirs à cause de tour B7, qui force l'échange de tours. Parce que là, vous voyez, la tour est clouée ici. Prise. Et là, dans cette position, en fait, la finale, bah, c'est gagné, quoi. Je vais pouvoir promouvoir mon pion et le roi est juste trop loin. Donc c'est fini. C'est pourquoi, sur tour B8, qui est le coup marrant, les noirs choisissent de ne pas prendre en H7, mais de jouer tour F6 échec. Je protège avec tour B6 et je repropose l'échange des tours. Ce que les noirs déclinent, évidemment, ils veulent garder le plus de pièces possible. Et ici, j'aurais dû jouer un autre coup un peu exotique, mais un peu esthétique, voilà. Et jouer tour H6, sacrifie la tour, avec l'idée que sur roi prend H6, là je peux promouvoir ici, et que sur roi H8, et bah finalement là le roi est bloqué en H8, mais il a quand même une case de sortie. Et donc il est bloqué en H8 parce que si jamais il sort en G7, bah là je fais dame. Et de l'autre côté, il y a toujours mon pion qui avance. Mais je n'ai pas trouvé tour prend H6 pendant la partie. Et à la place, je joue tour B7, qui est moins bien. Pourquoi c'est moins bien? Parce que là, les noirs, ils jouent roi H8. Et on peut se dire, ok, c'est très bien, le roi noir est bloqué. Il peut plus aller nulle part. Et c'est bien ça le problème. Parce que là, les noirs, si je fais pas attention, ils ont une très belle tactique pour faire nul. Si par exemple je pousse innocemment le pion en B6, les noirs ont donc une tactique très amusante qui est celle qu'entre joueurs d'échecs nous appelons la tour folle. C'est-à-dire qu'ils vont harceler le roi d'échecs, le roi blanc. Vous voyez, comme ça. Et ils vont même sacrifier la tour. Et les blancs ne peuvent pas éviter ça. Quand les blancs prennent la tour, et bien en fait c'est patte, c'est nul, justement parce que le roi n'a aucune case possible. Le pion est protégé par la tour, cette case-là aussi, et ça c'est protégé par le pion. Donc là, les noirs n'ont aucun coup possible. Et faire nul dans cette position, ce serait quand même
Dommage pour moi. Mais heureusement, je vois cette astuce. Je me dis que les noirs peuvent avoir des possibilités nulles. Et donc délibérément, je sacrifie le pion H7 pour que le roi noir ait de nouveau de l'espace. Je joue donc tour B8, les noirs prennent H7, et tout de suite, je joue tour E8 pour couper le roi noir du pion B, qui est le seul pion qui me reste. Les noirs jouent roi G7 pour essayer de se rapprocher quand même, mais ils sont toujours trop loin. Et en fait, je garde la tour sur la colonne E pour ne pas que le roi vienne à la rescousse. Et les noirs essayent de donner des échecs, d'empêcher le pion B d'avancer, mais c'est peine perdue. Et au coup 71, pardon, je joue tour C2, qui libère une colonne pour mon roi et qui empêche la tour de donner des échecs sur cette colonne. Comme ça, mon roi peut venir au prochain coup en C7, et je vais pouvoir promouvoir mon pion sans que la tour puisse faire quoi que ce soit. Vous voyez. Et sur roi C7 qui menace au prochain coup B8 dame, mon adversaire abandonne. C'est une partie, donc une première partie assez combative, où j'ai plutôt bien géré l'ouverture pour une fois. L'ouverture, c'est vraiment une de mes faiblesses, je trouve. Et là, avec cette Benoni, je m'attendais à beaucoup plus galérer. Mais au final, c'est bien passé. Et alors, pour la petite anecdote, la partie a duré assez longtemps pour la cadence. Je vous rappelle que c'est 60 minutes par joueur plus 30 secondes par coup. Et vous avez bien vu que mon adversaire a vraiment utilisé tout son temps et que moi, j'étais pas loin aussi. Et on était, je crois, la dernière partie de la première ronde à se terminer. Donc on était tout seul dans la salle avec les autres joueurs qui nous regardaient. La partie s'est donc terminée, je crois, en 3h19. Si je fais le compte de tout, des coups et des incréments et de ce qui nous restait sur notre pendule à la fin. Oui, parce que je note à chaque coup combien il restait à la pendule, à chaque coup, à chaque joueur. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que cette victoire, ça veut dire que je gagne donc ma première partie du tournoi déjà, contre un 1845. Vu mon classement, c'est déjà extrêmement bien. Il a presque 300 points de plus que moi. Donc ça va me faire progresser au Elo. Je gagne donc 16 points Elo pour cette partie et pour bien commencer 2026. Bien voilà, c'est la fin de cette première analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouverai sûrement un autre jour pour analyser les prochaines rondes. Le tournoi de Dijon, dont j'ai analysé la première partie en 5 rondes, il y a encore 4 parties à analyser. C'est un peu long de faire l'analyse bien correctement comme je l'ai faite, mais bon, ça me tient à cœur. Donc je verrai quand je pourrai poster une autre vidéo. Et je ne vous spoile pas les résultats parce que je viens de finir le tournoi aujourd'hui. Et c'est vrai que je pourrais vous dire les résultats des prochaines parties, mais bon, ce serait un peu contre-productif. Bon, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.